Je salue et remercie aussi mon collègue Nicolas Gouma, qui me fera l'honneur d'assister à ce webinaire et qui gérera toute la technique. Donc, merci Nicolas. Donc, si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Pas de souci. Le déroulement de la soirée sera le suivant. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Alors, le déroulement, tout d'abord, il y aura une petite présentation de l'intervenant, c'est-à-dire de moi. Ensuite, je vais brièvement expliquer comment utiliser Zoom. Et puis ensuite, on va étudier les chapitres de la plateforme Better Study suivants. Tout d'abord, les chapitres 1 à 8 qui concernent l'introduction à la comptabilité. Et ensuite, on va terminer par le chapitre 9 qui concerne le compte privé. Donc, en résumant, on va surtout s'intéresser à la comptabilité générale de l'entreprise en raison individuelle, c'est-à-dire l'entreprise d'un indépendant. Pourquoi? Eh bien, je dirais d'une part que pour la raison que l'entreprise en raison individuelle, c'est encore la plus répandue en Suisse, bien que son nombre diminue chaque année au détriment des SA et des SARL. Et d'autre part, c'est important de bien connaître la comptabilité générale d'une entreprise en raison individuelle, car c'est vraiment la base en comptabilité. Si vous maîtrisez bien la comptabilité d'une raison individuelle, ensuite, ce ne sera pas un problème pour plus tard s'occuper de la comptabilité d'une autre forme de société, d'une autre société comme la SNC, qui est une société de personnes, ou bien s'occuper de la comptabilité de l'autre catégorie de sociétés, les personnes morales, notamment les sociétés de capitaux comme la SA et la SARL. Bien entendu, il y a des règles spécifiques propres à chacune de ces sociétés, mais si vous maîtrisez bien la comptabilité d'une raison individuelle, ce ne sera vraiment pas un problème de s'adapter à ce genre de société. Ensuite, concernant la présentation de l'intervenant, moi-même, eh bien, je m'appelle Olivier Nemetti, je suis diplômé de la HEG à Neuchâtel et je travaille actuellement comme manager dans le département comptabilité de la fiduciaire Accounting and Management Services SA à Genève, cela depuis 12 ans. Je me suis spécialisé dans la TVA et concernant mes employeurs précédents, eh bien, j'ai une expérience auprès de l'AFC Berne pendant 5 ans et à Deloitte Genève pour environ 3 ans. En fait, je me suis très tôt spécialisé dans la TVA parce que, comme vous le constaterez en entreprise, à votre place de travail, et aussi au cours de cette formation, la TVA, c'est vraiment très important pour un comptable. Et c'est vraiment étroitement lié à la comptabilité, voire même indissociable. C'est-à-dire, j'entends par là que chaque fois que vous enregistrez une écriture en comptabilité, il faut à chaque fois se poser la question de savoir s'il y a un impact TVA sur l'opération que je suis en train d'enregistrer en comptabilité. Et ensuite, est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA? C'est une facture fournisseur. Et sinon, est-ce que je dois facturer la TVA s'il s'agit d'une entreprise envoyée à un client? Introduction à la comptabilité commerciale, chapitre 1 à 8. Tout d'abord, je vais vous parler de la tenue d'une comptabilité en général. Quels sont les objectifs de la tenue d'une comptabilité? Qu'est-ce qu'on entend par tenir une comptabilité? Ensuite, je vais vous parler des bases légales qui concernent la tenue d'une comptabilité. Sur quelle base est-ce qu'on est obligé ou pas de saisir une comptabilité? Ensuite, je vais vous parler de la comptabilité commerciale. Il y aura des généralités. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Et puis, quels sont les principes de fonctionnement de la comptabilité commerciale dite double dans le jargon. Et finalement, je vais vous expliquer quels sont les éléments composant la comptabilité double et quel est le cycle de vie de la comptabilité double. Tout d'abord, concernant la tenue d'une comptabilité en général, quels sont les objectifs? Alors, le premier objectif de la tenue d'une comptabilité en entreprise est de documenter toutes les opérations commerciales qui impactent les finances de l'entreprise.
c'est-à-dire de l'envoi des factures aux clients à leur encaissement ou inversement de la réception des factures créanciers au paiement de ces factures. On enregistre toutes les opérations afin d'avoir, à un moment donné, un aperçu partiel ou global de la situation économique et financière de l'entreprise. Ça, c'est le premier objectif. Concernant le deuxième objectif de la tenue d'une comptabilité, eh bien, il est dicté par des obligations légales, avec pour objectif ultime la détermination exacte du patrimoine de l'entreprise, cela pour faciliter la taxation à l'impôt. Donc, comme on le voit, légalement, on est souvent obligé, en tant qu'entrepreneur, de tenir une comptabilité pour démontrer l'état exact de son patrimoine, de son revenu et de sa fortune, qui serviront ensuite d'assiette fiscale, c'est-à-dire de base, pour la taxation à l'impôt par l'administration fiscale. Concernant les bases légales, alors, ce qui est très important, c'est l'article 957A du Code des obligations, qui précise ce qui suit en matière de tenue de comptabilité. Alors, au chiffre 1, on dit notamment, c'est très important, doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre, les entreprises en raison individuelle et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice. Sont également de tenir une comptabilité commerciale les personnes morales, typiquement les sociétés anonymes et les SARL. Et ensuite, sous le chiffre 2, qu'est-ce qu'on dit à l'article 957 du CO? Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine, notamment les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice. Alors vraiment, cet article 957, il est très important pour vous situer en tant qu'entrepreneur en raison individuelle. Comme on le voit, l'entreprise individuelle, si elle fait pour plus de 500 000 francs de chiffre d'affaires par année, elle sera obligée de tenir une comptabilité commerciale, conforme à l'article 957. On va voir plus tard en quoi cela consiste. Si par contre l'entreprise fait un chiffre d'affaires de moins de 500 000 francs, alors il n'est pas nécessaire de tenir une comptabilité dite commerciale, mais on doit simplement tenir une comptabilité simple qui consiste en un recensement des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine. Ensuite, très important, une fois que vous avez déterminé si vous devez tenir une comptabilité dite commerciale ou pas, en raison de la franchise de 500 000 francs, il ne faut pas négliger l'aspect suivant. L'inscription au registre du commerce est obligatoire pour les raisons individuelles à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous êtes un entrepreneur en raison individuelle, un indépendant, et que vous faites pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous aurez l'obligation de vous inscrire au registre du commerce. Et puis, à côté de l'aspect comptabilité, limite des 500 000 francs, du registre du commerce, 100 000 francs, il est aussi très important de considérer les points suivants. Tout d'abord, caisse de compensation. Alors ça, c'est très important ici. Seule la caisse de compensation cantonale est apte à vérifier, puis valider et confirmer le statut d'indépendant d'un individu, c'est-à-dire un indépendant qui exerce en raison individuelle. Donc ce point-là, il est vraiment central. La première chose à faire, lorsque vous vous mettez à votre compte en tant qu'indépendant, ou bien si vous tenez la comptabilité d'une personne indépendante, il faut tout de suite vérifier son statut. S'il exerce bien une activité lucrative indépendante ou pas. Donc, toute personne qui n'exerce pas d'activité lucrative salariée exerce par défaut une activité lucrative indépendante. Mais pour cela, il faut le vérifier tout d'abord auprès de la caisse compensation AVS de votre canton. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet?
Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Il existe toutefois des exceptions. Si ce n'est pas la caisse cantonale de compensation qui vérifie votre statut, ça peut arriver que ce soit la caisse SUVA. La caisse SUVA, elle est notamment responsable de vérifier le statut et de l'octroyer d'indépendants aux entreprises qui évoluent dans le domaine de la construction, par exemple un petit maçon qui se met à son compte, ou par exemple dans le domaine de l'industrie. C'est aussi possible que les caisses de compensation fêtières puissent valider ce statut, mais en général, c'est la caisse cantonale de compensation. Donc, tout tourne là autour, vraiment. Une fois qu'on a déterminé qu'on est bien en raison individuelle, c'est vrai qu'ensuite, on n'a qu'à suivre le fil. Hein. Chiffre 957, voilà, chiffre 1, entreprise en raison individuelle. On sait ce qu'il en est concernant la compta. Le registre du commerce, on fait aussi référence aux raisons individuelles, ça nous concerne. Donc, on sait si on doit s'inscrire ou pas au RC. Ça, c'est très important. Donc, pour cela, ça se passe comme ça. Juste après le début de votre activité, en principe, vous contactez par vous-même la caisse de compensation. Vous envoyez, on vous demandera des documents, bien entendu, des factures ou sinon des devis. Et ensuite, sur la base d'un faisceau d'indices, de documents, on vous attribuera ce statut d'indépendant ou pas. Donc, ça, vraiment, la première chose à faire quand on se met à son compte. Ensuite, la deuxième chose, l'office des poursuites. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a le statut d'indépendant et qu'on fait pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, comme on l'a vu, il y a une obligation de s'inscrire au registre du commerce. Si on ne fait pas pour 100 000 francs de chiffre d'affaires, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et la distinction entre inscription ou non au registre du commerce, c'est la suivante. En cas de poursuite, le débiteur non inscrit au registre du commerce le sera par voie de saisie, alors que le débiteur inscrit au registre du commerce, article 39 loi sur la poursuite, le sera par voie de faillite, sauf si la créance due représente des impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou des pensions alimentaires. Donc, en résumant, je dirais que l'inscription au registre du commerce présente des avantages et des inconvénients, comme le fait de ne pas être inscrit. La procédure de poursuite par voie de saisie est plus ou moins semblable, toutefois, il y a des différences. Quand on est inscrit, par exemple, au registre du commerce, ce qui se passe déjà, c'est que si on nous met en faillite, on nous radie, notre société, ça laissera une trace quelque part dans la feuille officielle suisse du commerce, le registre du commerce. Donc, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est peut-être, c'est pas vraiment intéressant d'être inscrit au registre du commerce, mais parfois on n'a pas le choix. On laisse une trace et puis bien souvent, on a plus tard, si on ouvre une autre société, on a des clients qui pourront vérifier auprès du registre du commerce ou chez Money House, qui est un site spécialisé, et qui verront si monsieur ou madame X a fait faillite par le passé ou pas. Ensuite, quand on est au registre du commerce, ce qui se passe est que il y a l'ouverture de la faillite. Le juge, en fait, il va bloquer tous les biens de l'entreprise. Et puis, l'entrepreneur ne pourra plus prendre de décision. Donc, ça, c'est aussi un problème quelque part. Et puis ensuite, je dirais, ce qui se passe aussi, quand on est, comment dire ça, par contre, quand on est inscrit au registre du commerce, en ce qui concerne la poursuite, il y a aussi des désavantages. Et puis, quelqu'un qui n'est pas inscrit au registre du commerce, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Typiquement, qu'on n'est pas inscrit au registre du commerce, ce qui se passe, c'est vraiment problématique parce que quand on fait des saisies, on va saisir tous nos biens, on ne laissera que le minimum vital. Par contre, quand on inscrit au registre du commerce et qu'il y a une poursuite en cours, là, on laissera un peu plus que le minimum vital. En principe, le salaire qu'on percevait avant, donc c'est un peu plus intéressant financièrement parlant. Donc, je dirais qu'au final, être inscrit ou pas au registre du commerce, ça présente des avantages et des inconvénients en cas de poursuite. Maintenant, quelqu'un qui fait moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires, je dirais que ça vaut peut-être la peine de s'inscrire au registre du commerce
Parce que c'est vrai, s'inscrire au registre du commerce, aussi, ça démontre aussi le sérieux de l'entreprise. Ça rassure les clients et les fournisseurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est un petit entrepreneur, ça dépend aussi de l'activité dans laquelle il évolue. Je prends un exemple. Si c'est un maçon qui se prend, comment dire ça, qui se met à son compte et qui fait 70 000 francs, 80 000 francs de chiffre d'affaires, ça vaudra peut-être la peine de s'inscrire au registre du commerce. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Par contre, quelqu'un qui est, prenons l'exemple d'un juriste qui travaille comme salarié dans une société, et puis à côté de ça, qui donne des cours le soir à l'université comme indépendant, s'il fait 20-30 000 francs de chiffre d'affaires, ça ne vaut peut-être pas forcément la peine de s'inscrire au registre du commerce. Donc voilà, il y a une distinction à connaître. Hein, si jamais, rappelez-vous, si vous êtes en raison individuelle et qu'il y a une procédure de faillite. Donc, il y a des différences si on inscrit ou pas au registre du commerce. Excuse-moi Olivier, je peux te poser une question? Il y a une question qui a été posée ici. Est-ce qu'on peut s'inscrire après coup au registre du commerce? Est-ce qu'il y a des conséquences si on ne le fait pas tout de suite? Est-ce qu'il y a un délai ou... Oui, en fait, il y a quand même un délai d'attente. Effectivement, surtout le problème, si on fait pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires et qu'on ne s'inscrit pas tout de suite, alors là, il peut y avoir déjà un délai et surtout des pénalités. Hein. C'est-à-dire des amendes ou quelque chose Voilà, comme ça tout à fait, ouais. Par contre, si on fait pour moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires et qu'on s'inscrit au registre de commerce, là, en principe, il n'y a pas d'attente et de pénalité, bien sûr, vu que c'est facultatif. Mais si on ne sait pas, excuse-moi, si on ne sait pas, si on commence l'activité puis qu'on n'est pas trop sûr, puis que tout d'un coup, on se rend compte au bout de 11 mois que oui, on va y être, il faut s'inscrire tout de suite alors. Ben, c'est vrai qu'en principe, c'est ça, c'est la limite des 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Donc, dès qu'on prévoit qu'on va faire ça, il faudrait tout de suite contacter le registre du commerce. Il faudrait anticiper donc cette chose-là. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Okay. Par contre, maintenant, c'est vrai que si on veut s'inscrire au registre du commerce avant une faillite alors qu'on ne l'est pas, voilà, il peut aussi y avoir un délai d'attente. Le registre du commerce va étudier. Est-ce que par derrière, il n'y a pas des possibilités d'évasion fiscale ou essayer de ne pas payer les créanciers. Donc voilà, mais il faut vraiment se rappeler en tant qu'aide comptable ou comptable qu'on soit inscrit ou pas au registre du commerce, en cas de poursuite, il y a quand même des différences. Hein. Ensuite, le point suivant, c'est la TVA, à ne pas négliger. C'est très important. Ça, c'est un des plus gros risques pour une entreprise. Ce qui se passe pour la TVA, lorsque vous faites pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, comme pour le registre du commerce, en principe, il y a un assujettissement TVA obligatoire, et cela indépendamment de la forme juridique de l'entreprise. Donc voilà, votre raison individuelle, c'est fait pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, il y a inscription obligatoire au registre TVA. Ensuite, quand on fait pour moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires, ça n'implique pas d'assujettissement TVA obligatoire. Il y a simplement un assujettissement qui est facultatif. Alors, l'assujettissement facultatif, il peut être intéressant dans certains, je dirais, dans de nombreux cas de figure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA, ce n'est pas l'entrepreneur qui la paye, c'est le consommateur final, c'est-à-dire le client à qui l'entrepreneur envoie ses factures. L'entrepreneur, il fait que collecter la TVA en son nom, mais pour le compte de l'administration. Donc, ce n'est pas l'entrepreneur qui supporte cette TVA qui paye sur son chiffre d'affaires. Il fait qu'aller la chercher, c'est son client, l'encaisser, puis la reverser à l'administration. Par contre, le fait qu'on soit assujetti TVA implique qu'on puisse récupérer la TVA sur les factures des fournisseurs et des frais généraux. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour un entrepreneur, car ça va diminuer, si l'entrepreneur peut récupérer la TVA sur les charges, ça diminuera les charges dans son compte de résultat, donc ça augmentera quelque part son bénéfice. Donc, ça peut être intéressant pour un entrepreneur de s'assujettir à la TVA de manière facultative, surtout s'il y a beaucoup de TVA à récupérer sur les investissements ou les charges. Par exemple, s'il y a une grosse rénovation des locaux de l'entreprise
où il y a une structure des charges qui fait qu'il y a beaucoup de dépenses grevées TVA, là, c'est intéressant de s'assujettir à la TVA. Mais voilà, en dessous de 100 000 francs, ce n'est pas obligatoire. Et si finalement, on décide de ne pas s'assujettir à la TVA, l'entreprise peut malgré tout être tenue de devoir déclarer la TVA sur ce qu'on appelle des acquisitions, c'est-à-dire des importations de services en provenance de l'étranger, si celles-ci sont supérieures à 10 000 francs par année. Et juste pour ouvrir une parenthèse, même un privé comme moi ou vous, on peut être amené, on n'est pas assujetti TVA, on peut être amené à payer de la TVA sur des acquisitions. Je prends vite un exemple. Je vais en vacances avec ma famille en France. Je fais un dégât dans l'appartement que je loue. Ensuite, le propriétaire de l'appartement en France me traîne au tribunal. Le fort juridique, c'est par exemple à Marseille. Alors là, je prendrai un avocat parisien pour me défendre. Les honoraires que l'avocat parisien me facturera en Suisse pour m'avoir défendu à Marseille dans ce litige, s'ils sont supérieurs à 10 000 francs par année, ça peut m'impacter d'un point de vue TVA. C'est-à-dire que si l'avocat français me facture pour 15 000 francs d'honoraires, moi, en tant que privé, qui ne suis pas assujetti TVA, eh bien, je serai amené à payer de la TVA sur ces 15 000 francs. Donc voilà, la TVA, vraiment, c'est un truc à ne pas négliger en entreprise. Ensuite, le point suivant, c'est l'introduction à la comptabilité commerciale. Ça, c'est le deuxième chapitre. Donc, je vais vous parler des généralités, de la définition et des principes de fonctionnement de la comptabilité dite double. Alors, en ce qui concerne, on va prendre l'exemple, comme je l'ai dit, de la raison individuelle qui concerne une entreprise sur deux en Suisse. L'entreprise en raison individuelle, on l'appelle également l'entreprise en nom propre, que vous ne soyez pas surpris si une fois vous entendez ce nom. Pour votre information, en Suisse, actuellement, il y a environ 580 000 entreprises. Aujourd'hui, encore plus de 300 000 sont des raisons individuelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont tendance à disparaître au détriment des SA et des SARL, qui sont les sociétés morales de capitaux, qui sont plus intéressantes sur certains points, notamment ce qui concerne la responsabilité de l'entrepreneur et puis aussi en ce qui concerne la fiscalité. Donc, c'est pour ça que la raison individuelle a tendance à diminuer depuis quelques années, mais c'est toujours la première forme d'entreprise en Suisse. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, quels sont les avantages d'une raison individuelle? Alors, l'entreprise en raison individuelle, elle peut être fondée simplement et ne requiert pas de formalité particulière. Donc, l'activité peut démarrer hyper rapidement. Ensuite, seule l'inscription au registre du commerce est requise, comme on a vu, elle est obligatoire pour plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Cela implique, comme on a vu, certaines contraintes d'un point de vue des poursuites. Ensuite, la raison individuelle, lorsqu'on la fonde, il n'y a pas de capital fixe. Donc, on peut démarrer une raison individuelle avec 5 francs dans le porte-monnaie, contrairement à d'autres sociétés de personnes, comme les SARL où il faut 20 000 francs, les sociétés anonymes 100 000 francs, etc. Ensuite, un autre avantage, c'est que les sociétaires, ils peuvent endosser eux-mêmes le rôle des organes. Donc, cela signifie que le propriétaire de la raison individuelle, il décide de tout dans son entreprise. Il doit se référer ni à un conseil d'administration, ni à un directeur général. Et ensuite, un autre avantage de la raison individuelle, c'est la double imposition du bénéfice qui peut être évitée. J'entends par là, quand vous êtes organisé en raison individuelle, en tant que personne physique, vous êtes imposé sur votre revenu et votre fortune, comme un privé normal. Tandis que dans une société anonyme ou une SARL, on parle de double imposition parce que d'une part, on impose dans ces sociétés le bénéfice et le capital, mais d'autre part, il y a aussi l'actionnaire qui reçoit les dividendes, qui devra déclarer ses revenus de dividendes sur son revenu. Donc, c'est vrai que dans les sociétés de personnes morales, il peut y avoir une double imposition, ce qu'il n'y a pas dans les entreprises individuelles. Quels sont les inconvénients de la SARL? Alors, le propriétaire, il endosse la responsabilité personnelle illimitée. Ça, c'est très important. Comme on a vu, l'entreprise en raison individuelle s'est vite créée rapidement, il y a peu de contraintes, mais le revers de la médaille, c'est que vous êtes
responsable de manière illimitée pour les dettes sur l'ensemble de votre fortune. Ensuite, c'est vrai que quand on crée une entreprise en raison individuelle, c'est plus difficile à transmettre à des successeurs. J'entends par là que s'il y a un menuisier qui part en retraite et qu'il aimerait transmettre son entreprise à son fils, en principe, il devra radier son entreprise en raison individuelle du registre du commerce, il est inscrit, et puis le fils devra créer une nouvelle entreprise en raison individuelle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les sociétés, les personnes morales, sociétés de capitaux comme la SA, ou les actions. Si on vend des actions, on rachète des actions, voilà, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et puis, il n'y a pas besoin de radier la société anonyme pour créer une nouvelle société anonyme. Un autre inconvénient de la raison individuelle, donc l'entreprise individuelle a des difficultés à accéder au marché des capitaux. Effectivement, c'est un peu psychologique ça, mais dans le monde des affaires, quand on est installé en raison individuelle, ça inspire beaucoup moins confiance que lorsqu'on exerce son activité en société anonyme, par exemple. En société anonyme, voilà, il faut 100 000 francs de capital de départ. Tout de suite, on se dit c'est une entreprise qui est solide financièrement. L'entreprise individuelle, elle souffre un peu de ce problème d'image. Et puis ensuite, un dernier défaut de la raison individuelle, c'est que la protection de l'entreprise sociale est limitée au territoire. J'entends par là que si vous créez une entreprise individuelle, vous devez toujours utiliser le nom de votre famille, puis derrière, vous pouvez mettre un mot. Par exemple, Lehman Bicyclette ou Boulangerie Lehman. Par contre, ce nom ne sera protégé en principe que sur le territoire de la commune dans lequel vous exercez, contrairement à la société anonyme où son nom, par exemple, Lehman SA, sera protégé sur l'ensemble du territoire suisse. Donc voilà, l'entreprise en raison individuelle montre des avantages et des inconvénients lors de sa création. Ensuite, chapitre suivant, introduction à la comptabilité générale. Alors, tout à l'heure, on a vu le Code des obligations, il parlait d'obligation de tenir une comptabilité pour certaines sociétés. Donc, on a vu typiquement que la raison individuelle, quand elle fait moins de 500 000 francs de chiffre d'affaires annuel, elle n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité dite commerciale, professionnelle. Elle a simplement l'obligation de tenir une comptabilité dite simple, c'est-à-dire une comptabilité basée au minimum sur la détermination des recettes et dépenses et du patrimoine. Le patrimoine, c'est typiquement ce que vous avez à la banque pour exercer l'activité de votre entreprise. Voilà, maintenant, on va prendre un exemple. Monsieur Muller, qui habite à Genève, exploite en ville de Genève un magasin de cycles. Son chiffre d'affaires annuel est de 75 000 francs. Monsieur Muller exerce son activité en nom propre. Donc voilà, chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs. Voilà, monsieur Muller peut tenir une comptabilité simple et il n'a pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce. Alors, monsieur Muller, qui doit tenir une comptabilité simple, doit tenir une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine qui peut très bien se présenter sous la forme suivante. Sous forme papier, s'il n'a pas d'informatique, ou bien sur tableau Excel, s'il a un ordinateur. Donc voilà, on pourrait très bien présenter sa comptabilité comme suit. Voilà, les opérations du mois de janvier 2021, avec la date et les opérations. Donc on voit que M. Muller, il a commencé sa société avec 8 000 francs à la banque. Ensuite, qu'il a effectué des achats et puis qu'il a fait une vente. On arrive à déterminer, le fisc, que le patrimoine, le capital de départ, ce qu'il avait à la banque, c'était 8 000 francs. En fait, ici, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Le capital de départ au 1er janvier, c'était 8 000 francs et au 31 janvier, c'est 2 500 francs. La différence, c'est 5 500 francs. C'est les sorties d'argent plus les ventes. Donc ça suffit à l'administration comme comptabilité. Bien entendu, il faut que ces mouvements, ça corresponde effectivement au relevé bancaire ou ce qu'il y a à la caisse. Sinon, il y a un problème.
Merci.